Bonjour à tous, oui, donc Rudy et Emmanuel. On a passé du 8 au 11 janvier à Las Vegas pour le CES et ça fait donc une grosse dizaine de jours qu'on est rentré en France et puis on est ici pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a vu là-bas et ce qu'on a ressenti des innovations et des choses un petit peu émergentes et des technologies émergentes, en tout cas qu'on a pu rencontrer là-bas. Alors, je ne sais pas si la question a été posée, je suis arrivé en cours de route, mais il y a déjà des gens qui sont allés, qui ont fait le CES. Ouais. Donc, vous voyez aussi un petit peu le voyage jusqu'à Las Vegas. Je ne sais pas si vous aviez un direct, mais nous, ça a été un peu plus compliqué. On avait 24 heures de trajet de Lille, parce qu'on est à Lille, jusqu'à notre hôtel pour atterrir dans une petite ville en toute simplicité. Donc, Las Vegas, sans trop en faire, où on est obligé de traverser les casinos pour rejoindre notre chambre d'hôtel. Donc voilà, où on pouvait passer un petit peu de temps sur les machines à sous, etc. C'était super. Donc voilà, on s'est vraiment amusé là, mais on n'était pas que là pour s'amuser et on voulait surtout participer et visiter ce salon, le Consumer Electronic Show. Et je fais un petit rappel, donc CES pour Consumer Electronic Show, parce qu'il y a beaucoup de Français au CES, il y a une grosse délégation de Français et j'entendais souvent dans les allées des gens qui avaient fait des kilomètres pour avoir des innovations et j'entendais des trucs du genre un frigo, super, merci l'innovation, j'ai bien fait de faire autant de kilomètres, mais pour rappel, Consumer Electronic Show, c'est vraiment l'électronique grand public. À la base, le CES, c'est ça, c'est montrer l'électronique grand public et l'électronique qui sera dans nos rayons demain. Ça s'est un petit peu élargi ces dernières années puisque c'est aussi un rassemblement pour les startups du monde entier qui vont venir faire voir leurs petites innovations, leurs grandes idées. Et ça s'est élargi aussi parce que c'est plus uniquement du hardware comme on l'entend, mais c'est aussi des solutions software, des applications, etc. Donc il ne faut pas s'étonner quand on arrive sur le stand de LG de voir une machine à laver présentée comme une rockstar avec le CES Innovation Awards de l'année 2019. Voilà, ce sont des produits qu'on s'attend à voir à Darty, Fnac dans l'année et ils sont récompensés pour ça. Comme disait Rudy, il y a des produits de consommation, donc il y a de l'électroménager et il y a aussi de la salle de bain connectée, des fours connectés, des frigos connectés. Donc on ne les retrouve pas forcément aujourd'hui dans nos rayons. Par contre, ça fait plusieurs années qu'au CES, les industries d'électroménager les présentent. Donc c'est de plus en plus adapté, c'est de plus en plus pertinent. Il y a forcément de l'IA dedans, parce que c'était quand même le salon de l'IA cette année. Et on se rend compte que ces produits sont de plus en plus utiles et intégrés avec tout l'écosystème qu'il peut y avoir chez Google et chez Amazon par exemple. Alors il y a beaucoup de choses qui sont connectées, peut-être un peu trop. On voit beaucoup de choses qui sont un peu superficielles et par exemple notamment de la préparation de cocktails. Donc après c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir du tout connecté ou si vous avez encore envie d'avoir des rapports humains pour partager des bons moments. Ouais, ce que je me dis aussi, c'est qu'une fois qu'on arrive au CES et qu'on se dit ok, l'électronique grand public, etc. Mais c'est aussi ce que je disais, toutes ces petites startups, et c'est là vraiment où il y a des choses à voir, et des grands groupes, l'automobile entre autres, et il y a des choses à voir, et vraiment on en prend plein les yeux sur ce salon. Et je vais commencer par une rapide présentation aussi pour dire que c'est mon 5e CES et que j'ai eu la chance en 2016, je considère comme ça, d'avoir été non pas visiteur mais exposant pour une petite chaussure connectée qu'on avait fait avec Eram. Et donc aujourd'hui, moi je suis cofondateur de Blue Riot. Blue Riot, c'est un bureau d'études qui conçoit et qui amène jusqu'en production des objets connectés. Donc d'une feuille blanche, on va faire du design produit, on va faire de la mécanique, de la plasturgie s'il faut, des cartes électroniques et on fait un produit fonctionnel, fini, qu'on s'est amené en production pour tirer des exemplaires. Donc voilà, 5e CES pour ma part. Et le premier pour moi, donc super expérience. Pour ceux qui souhaiteraient se rendre au CES, je conseille vraiment d'y aller avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que vous vous rendrez compte que c'est rapidement immense, qu'il y en a partout. C'est compliqué d'organiser un petit peu son trajet et ses visites. Et l'avoir fait avec quelqu'un qui l'a fait plusieurs fois, ça nous fait économiser une bonne demi-journée sur les 4 jours. Et on économise aussi quelques kilomètres à pied. C'est pas faux, c'est vraiment gigantesque comme salon. Du coup, on aime bien faire un petit calcul. Enfin, chaque année, je le fais. C'est par pure curiosité et je me dis, ok, 4 jours d'ouverture du salon, ce qui correspond à 32 heures, on va dire. Et puis, on a le chiffre qui est communiqué chaque année, 4500 exposants. C'est monumental. On se dit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est jouable de les faire tous? Et la réponse, donc, c'est oui, à condition de passer 25 secondes par stand.
Mission impossible, surtout que bon, on ne considère pas qu'on s'arrête pour manger ou qu'on s'arrête pour passer aux toilettes. C'est vraiment non-stop sur les secondes qu'on a affichées ici. Et ensuite, il y a des stands sur lesquels on a envie de passer plus de 25 secondes, clairement. Un Samsung, un Sony ou des choses comme ça. Donc tout ça pour dire qu'on ne va pas pouvoir vous montrer tout ce qui s'est vu au CES. C'est simplement une espèce de restitution de ce qui nous a marqué et de ce qu'on a pu faire, voir dans les allées. Ne serait-ce que la délégation française, la French Tech, il y avait plus de 450 startups. Donc si on avait voulu tous les rencontrer, il faut passer 5 minutes par stand à peu près sur les 450 pour les 4 jours. C'est aussi monumental. Donc c'est parti pour le CES. Donc on ne vous cache pas que c'est aussi épuisant. On a parfois envie de se reposer et quand on arrive à 18h à la fin du salon, on est un petit peu dans cet état. On est ici au premier jour, ouverture du salon, donc on attend l'ouverture des portes. Je passe ici quelques sujets qui sont des grosses dominantes au CES, de la VR, de l'automobile, de la baby tech, des drones, des robots, de la santé, etc. On va pas pouvoir tous les faire, mais on va en faire quelques-uns. Et on commence tout de suite avec les assistants vocaux. Et je démarre en disant que c'est un combat de titans parce que clairement il y a une grosse bataille entre Google et Amazon Alexa. Et donc là où Amazon Alexa il y a 3 ans au CES avait vraiment une présence où on les voyait sur... Alors ils n'avaient pas de stand à proprement parler, mais on voyait que tous les produits connectés avaient un petit compatible with Amazon Alexa. L'an d'après, j'arrive au CES et là Google avait repeint la ville de Las Vegas de publicité. Et vraiment, enfin là c'est le monorail, donc c'est un truc qui se balade dans la ville en hauteur toute la journée. C'est décoré à l'extérieur, à l'intérieur quand on le prend dans les haut-parleurs, on nous parle de Google, l'assistant. Et ils sont partout sur les stands et ils multiplient des petits spots comme ça. Alors là, il y a par exemple des petits hubs, Amazon qui s'amuse à distribuer des bananes floquées Amazon. Donc ils essaient vraiment d'avoir une présence au-delà des produits qui sont présentés, partout, être présent le plus possible dans le salon. Je ne sais pas si tu parlais d'assistants Google. Les petites assistantes, il y a 2 personnes dans la box et en fait donc ils sont habillés en combinaison blanche avec le fameux Hey Google pour les appeler et en fait ils se baladent sur tout le stand, notamment les stands qui sont compatibles avec le fameux macaron Works ou Google Assistant et en fait on peut les solliciter pour leur demander de l'aide et des conseils sur tout ce qu'on voit chez Google. Donc il y a ça, il y a le monorail et il y a dans la ville des écrans géants avec constamment toute la gamme de produits Google qui passent et qu'on voit comme celui-ci. Mince, oui, il y a le son. Okay. Donc enfin voilà, là clairement on est à la sortie du LVCC, donc un énorme hall de présentation du CES. Ils sont à l'extérieur et ils ont carrément fait un bâtiment. Donc il y a vraiment un bâtiment où toute la façade, vous voyez, c'est un écran HD. Donc assez impressionnant comme installation pour 4 jours, on va dire, de salon. Et à l'intérieur, alors là c'est le grand show. Ils ont carrément fait une animation. Je vais parler plus fort. Ils ont carrément fait un parc d'attractions. Enfin, à l'intérieur, il y a un petit manège où on va suivre l'aventure de ce monsieur qui est le papa d'une famille qui va devoir emmener ses enfants à l'école, ensuite fermer sa maison, récupérer le gâteau d'anniversaire de mamie pour le soir. Et le Google Assistant va lui dire toute la journée ok, tu verrouilles ta maison, tu fais ça, tu as rendez-vous à telle heure. Et tout autour de ça, ils ont organisé le petit train comme à Disney, quoi. Enfin, une vraie attraction. Donc, c'est juste bluffant, je n'ose même pas imaginer l'investissement pour juste 4 jours de salon, quoi. Ouais, assez incroyable. Et après Google, donc on a le stand Alexa, d'Amazon Alexa. Alors un peu moins fun, un peu moins coloré que celui de Google. Mais là le but, encore une fois, c'est de montrer la force d'Amazon. Donc c'est de se dire, on a une palette énorme d'appareils, de constructeurs automobiles, etc. qui sont compatibles avec nous. Donc on a du Bosch, du Sonos, de Audi, etc. Et au même titre que chez Google, il y a plein de mises en scène qui sont faites pour dire voilà, Amazon Alexa va vous accompagner tout au long de votre journée, préparer vos rendez-vous, le trafic, les anniversaires, etc. À la condition sine qua non que vous partagez entièrement votre vie avec Amazon ou avec Google. Donc ça, c'est un choix aussi à faire. Et un troisième géant qui a brillé par son absence, d'ailleurs son absence sur toutes les éditions du salon, puisqu'Apple ne vient jamais au CES. Par contre, ils ont placardé des pubs énormes sur des buildings qui rappellent la fameuse phrase qu'on dit à Vegas, tout ce qui arrive dans votre téléphone reste dans votre téléphone, pour un peu chatouiller les 2 autres géants où vous êtes le produit et ce sont vos données qui permettent d'alimenter tous les services.
Ouais, un beau clin, enfin, c'est la première fois que je voyais ça honnêtement, on sort et faut imaginer la taille de l'immeuble là. La publicité est monstrueuse, on peut pas la rater. Un autre sujet, pas de moins, voiture liée aux petits soins de leurs passagers. Et on entend de plus en plus que le CES c'est l'autre salon de l'auto. Et c'est vrai parce que en fait, c'est le salon de la high-tech aussi, le CES. Il y a tellement de technologies dans les nouvelles voitures et les voitures de demain pour faire de la voiture autonome que en fait, ils sont présents sur ce salon pour montrer les technologies en association avec des grands groupes comme Intel, comme Nvidia ou ce genre de choses. Et donc, pourquoi ils sont là aussi parce que y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Clairement, d'ici 2035, 25% de la vente de véhicules neufs seront des véhicules autonomes, sont les projections. Donc, c'est juste impressionnant comme chiffre et comme marché. Donc il faut être au CES quand on est un fabricant, quand on est une marque de voiture, quand on est un partenaire qui fabrique des puces et de la technologie. Parce que ça, c'est la voiture de bientôt, on va dire. Il faut imaginer que tout ça, donc, elle va embarquer des radars, des lidars, des caméras, des ultrasons, tout ça pour qu'elle puisse être autonome en conduite dans la rue. Donc toutes ces technos, on les voit présenter sur le salon à différents stands. On est chez Intel, et donc c'est des gens qui fabriquent des puces électroniques et qui vont dire nous, nos puces électroniques, elles servent ici à Ford pour faire ça, ou à BMW pour les ultrasons. Et ils montrent des applications réelles pour que la voiture devienne totalement autonome. Au même titre que Nvidia, qui avait un énorme stand avec une partie qu'on quand même consacrée au gaming et au VR, mais une énorme partie avec une voiture et tout le système embarqué Nvidia qui permet de cartographier les rues et de rendre les voitures autonomes. Ce qu'on entend de plus en plus sur ces stands, c'est you can trust 100% the vehicle. Genre, on n'a plus à se soucier du volant, des pédales ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il va falloir juste se relaxer et puis profiter du voyage. Donc, il y a énormément de concept cars et des concepts de gens qui vont dire, voilà, ici on voit chez BMW par exemple sur leur stand, les pédales se rétractent, on laisse la place aux passagers et en fait on va beaucoup travailler sur l'expérience. Et pour travailler sur l'expérience, on a deux exemples assez sympas ici. Je prends celui de Intel, donc sur le stand d'Intel en partenariat avec Warner Bros. On est à l'arrière du véhicule, il y a un écran qui sort et donc qui cache la visibilité sur le pare-brise. Et les deux fenêtres de droite et de gauche sont des écrans aussi. Et donc là, Warner Bros. Fait un film qui n'est pas tourné comme d'habitude avec en fait, des visions de côté. Et ils vont reprojeter. C'est des films qui sont faits spécialement pour les intérieurs de voitures. Et donc c'est impressionnant parce que à l'intérieur, il y a du son, etc. Et c'est impressionnant comme démo. Et deuxième expérience immersive, si vous voyez en bas à gauche, Audi. En fait, Audi avait un partenariat avec Marvel. Et là, on n'est plus en train de rouler, on est à l'arrêt. Et en fait, ils ont connecté les moteurs de suspension de la voiture directement à l'ambiance du film, ce qui fait qu'en fonction des explosions et des scènes d'action, on a un cinéma 4D dans la voiture. Donc je ne sais pas si celle-là sera commercialisée, mais en tout cas, c'était assez bluffant sur le stand. Ouais, ça joue vraiment autour de l'expérience. On n'a plus à conduire, donc il faut faire autre chose dans sa voiture. Et donc aussi, les tableaux de bord, alors je vais passer rapidement, mais c'est pareil, c'est de l'électronique, c'est des gens qui font des dalles LCD, des dalles OLED, et qui maintenant ont un gros marché sur les tableaux de bord des véhicules, puisqu'ils sont énormes, tactiles, et qui renvoient énormément d'informations. Ce qui est drôle, c'est qu'on a vu des voitures sur des stands de fabricants de puces et autres, et on a vu parfois des fabricants automobiles qui n'avaient pas de voiture. Comme par exemple en bas à gauche, c'est Hyundai qui présente en fait une nouvelle expérience. Donc il y avait uniquement des bulles et des tableaux de bord où on vient déposer son téléphone et avoir une espèce de voyage tout au long de sa journée dans la voiture. Et on a complètement occulté la partie automobile et la partie transport pour vraiment proposer une nouvelle expérience à l'automobiliste. Pareil, c'est des expériences ici du côté de Panasonic. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est Samsung en haut à droite. J'ai passé Samsung. On a l'I2V en fait qui est le Invisible to Visible, qui est quelque chose qui est poussé par Nissan et qui se dit on a tellement de technologies dans nos voitures, on a vu les radars, les lidars, les ultrasons, etc. qu'en fait notre voiture elle voit des choses que nous ne pouvons pas voir et l'intérêt c'est de le restituer à l'écran. C'est-à-dire que ce conducteur
il voit à travers le camion, là, il voit la moto passer. Parce que son tableau de bord va lui restituer ou son pare-brise va lui restituer. Donc la voiture, elle a vraiment un point de vue incroyable. Et donc, comme on doit faire confiance au véhicule, c'est plus facile de lui faire confiance si elle nous restitue les décisions qu'elle va prendre par rapport à ce qu'elle voit et aux obstacles. En fait, la voiture récupère des informations d'infrastructures publiques comme le trafic, la météo, etc. Mais elle récupère aussi des informations des véhicules qui sont autour, qui peuvent prévenir par exemple qu'elles sont en train de sortir d'un stationnement et que donc une place va se libérer. Et tout ça demande beaucoup de data et ce qu'on a vu c'est que ça arrivera grâce à l'avènement de la 5G qui permettra d'avoir un débit de 100 fois supérieur à ce qu'on a aujourd'hui et de pouvoir avoir toutes ces informations en temps réel dans sa voiture. C'est vrai que ça a été, on ne cache pas, un petit peu la déception aussi. On est arrivé au CES en se disant 5G, 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 c'est cette année, on va en entendre parler. C'était un petit peu le désert de la 5G, il y a uniquement un fabricant de puces qui s'appelle Qualcomm qui, lui, avait un stand, mais c'était du blabla. Il n'y avait pas de vrai, il y a une démo qui était de la VR, mais on n'y est pas encore, c'est pas encore prêt, la 5G. Et c'est très drôle, Harley Davidson, l'année dernière, qui avait annoncé une moto électrique. Alors, Harley Davidson, c'est pas forcément le symbole de l'écologie et de la technologie, mais par contre ici, en fait, on est sur le stand Panasonic. Et ce que Harley Davidson est venu faire, c'est de dire qu'il propose une moto électrique qui sera en vente en France fin du printemps cette année. Et surtout, elle est connectée à la plateforme de service de Panasonic. En fait, Panasonic propose une plateforme de service avec tout ce qu'on a vu avant, les cartographies, le trafic et plein d'autres services. Et en fait, Harley Davidson est un des premiers clients de Panasonic sur cette plateforme de service. Alors, une autre moto qui nous a fait un petit peu halluciner, on va dire, c'est chez BMW. Là, clairement, en fait, je me suis renseigné. Alors, on n'a pas pu la voir en démonstration. On est allé à cet endroit, on a vu des trucs super, un peu chaud Las Vegas, mais pas cette moto. C'est une moto autonome qui n'est pas électrique, hein, pour le coup. C'est vraiment les petites caisses que vous voyez là qui embarquent de la technologie. BMW dit qu'ils ne commercialiseront pas ça, mais que c'est vraiment le côté autonome pour, à la même manière, sécuriser un trajet. C'est-à-dire qu'un motard qui, à un moment donné, ne va pas voir un obstacle, ne va pas voir quelque chose qui dévie, va pouvoir, la moto va reprendre le contrôle pour éviter un crash. Et ils sont en train de travailler d'ailleurs sur ce que je viens de lire, des petites bonbonnes de gaz qui permettraient, même en cas de chute, de permettre à la moto de garder sa trajectoire. Donc on est carrément sur des trajectoires de satellite, là. C'est assez impressionnant. Smart Home, un grand sujet aussi. Maison plus économique, plus sûre, plus confortable. On arrive un petit peu là à la maturité de la Smart Home. Ce qu'on voit, c'est que par rapport aux années précédentes où il y avait énormément de startups qui étaient là pour dire j'ai une petite solution de sonnette connectée ou de... Mais en fait, là, ça disparaît pour laisser vraiment la place aux grands stands et aux grands acteurs. Comme Amazon par exemple qui fait un beau petit stand et qui officialise, on va dire, Amazon Key qui permet, grâce à votre sonnette connectée ou à une ouverture de garage connectée, de donner accès à votre livreur Amazon pour qu'il puisse ouvrir la porte de chez vous sans vos clés en fait. Donc il va déposer son colis, il va repartir, il peut faire la même chose dans votre porte de garage et il peut faire la même chose dans votre coffre de voiture si vous êtes garé sur le parking au bureau où vous faites vos courses. Et ben, il sait où est géolocalisé votre voiture, il dépose votre colis, il referme le coffre et vous êtes livré. Vous avez un joli stand de chez Amazon. Pour faire écho un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a d'autres startups qui avaient aussi des objets connectés. Et parfois, la seule nouveauté de l'édition 2019, c'est d'avoir ces fameuses pastilles Works with Alexa et Works with Google. Donc en fait, on voit qu'il y a une maturité en termes de technologie et de gamme, mais il y a certaines startups qui venaient uniquement pour dire qu'ils étaient connectés à un écosystème. Et il y avait un super stand de Somfy qui, pour le coup, n'avait pas forcément beaucoup de nouveautés techniques en termes de produits. Mais par contre, ils viennent présenter tout ce qu'ils ont fait ces 3 dernières années, qui passe par exemple le rachat de MyFox sur la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, ils proposent une plateforme de service. Donc ils proposent du Somfy embarqué directement dans la nouvelle Freebox. Ils proposent leur partenariat avec Nexity et avec un autre promoteur étranger dont j'ai oublié le nom, qui permet d'avoir directement dans toutes les nouvelles constructions une box Somfy intégrée au tableau électrique, qui permet déjà de régler les soucis d'alimentation et de pouvoir rajouter des modules au fil du temps, des nouveaux modules de communication radio ou des nouveaux modules de communication locale. Et on a vu aussi, ça nous a fait plaisir par rapport au géant Amazon, c'est le partenariat avec Cdiscount, où les abonnés Cdiscount Premium pourront se faire livrer des colis directement chez eux grâce à la technologie Somfy. Alors comment ça se passe? En fait,
Le partenaire, c'est Chronopost, qui a une application mobile. Le livreur a un one-time password, exactement à l'heure de livraison. Il peut débrancher l'alarme de la maison, ouvrir la porte. Il y a la caméra connectée de Somfy qui filme la livraison pour être sûr que le livreur ne fait que déposer le colis. Il referme la porte, ça resécurise la maison et vous recevez une notification avant et après par texto et même la vidéo pour dire c'est bon, votre colis est livré. Ça devrait arriver normalement dans l'année au même titre que ça existe déjà chez Amazon. C'est vrai, Amazon fait un stand, si vous voulez, avec, voilà. Ils ont refait une maison sur le CES. C'est un peu moins sexy, on va dire, il y a une serrure. Il y a une serrure, voilà, dans une petite boîte avec une lumière, mais c'est vrai qu'ils font la même chose. Enfin, clairement, c'est une manière différente de présenter, mais le résultat est le même. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on peut connecter tout et n'importe quoi et aller chercher de la data et la restituer, faire des beaux dashboards. Alors là, on était sur des urinoirs connectés, donc ce qui veut dire qu'on peut avoir un beau dashboard et se dire en direct, ok, on a le nombre de pipi, on a le nombre de chasses d'eau, et c'est juste impressionnant comme démo. On se demande s'il y a un vrai ROI là-dessus, parce que c'est pas donné quand même d'équiper des équipements comme cela. Et donc là, pareil, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'on est à court de savon dans un pouce-mousse et pouvoir aller remplir ça à nouveau. Donc voilà, je remettais une petite photo parce que c'est vrai que de plus en plus, on voit ce genre de choses arriver. Et ça me faisait penser à quelques épisodes de Black Mirror où on ne peut plus éviter les publicités qu'on nous pousse. Et là, clairement, c'est difficile d'éviter la publicité sur ce genre de produits connectés aussi, sur lesquels on pousse des... Je suis surpris qu'on n'ait pas vu des urinoirs machines à sous. Je pensais qu'on aurait pu en aurait pu jouer aux toilettes peut-être. Donc voilà pour ce qui est du petit clin d'œil là-dessus. Les écrans, alors voilà, mon premier CES il y a 5 ans, je me disais, voilà, je ne suis absolument pas un fan d'écran ou de télé particulièrement, mais je me suis pris au jeu petit à petit, année après année, parce qu'il y a un énorme choc entre deux titans, encore une fois, qui sont LG et Samsung, qui sont les principaux fabricants d'écrans. C'est eux qui vont fournir Sony ou c'est eux qui vont fournir Apple, et c'est eux qui fabriquent les écrans en fait, hein, donc c'est eux qui ont les usines. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir à chaque fois la bataille qui mène l'un contre l'autre. Et ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant sur le CES, c'est l'avènement de technologies, mais la disparition aussi de certaines. Genre cette année, c'est clair, la 3D dans les téléviseurs grand public, ça n'existe plus, quoi. Enfin, on n'en voit aucun sur le stand, sur ces stands en tout cas. Et donc, voilà, je fais un petit rappel, en 2015, quand j'arrivais la première fois sur le CES, je voyais LG et Samsung qui présentaient leurs écrans et qui montraient leurs différences avec des solutions, enfin des présentations assez similaires. Et plus on avance, plus c'est une dinguerie ces stands. Et on est là par exemple sur le stand de LG cette année. Et ils mettent en avant leur écran phare, qui est l'écran qu'ils vont vendre cette année, qui s'appelle le LG Signature. C'est un 65 pouces 8K. Et au lieu de le montrer comme ça sur le stand, non, ils en font... Pareil, c'est un parc d'attractions. Il faut juste imaginer aussi qu'il y a un son de fou et que donc là, on se prend des vagues monstrueuses en 8K. C'est Disney, là. Franchement, c'est impressionnant. La force de frappe sur des stands comme ça doit être quelques millions d'euros d'investissement pour 4 jours de présentation sur ce salon. Donc ça veut dire que c'est un endroit où il faut être et où il faut faire voir la technologie qu'on sait gérer. Et donc là, c'est par exemple les courbures. Ils mettent en avant que leurs écrans sont souples et qu'ils fonctionnent en 8K, à tel point qu'ils sortent un produit et ils l'annoncent commercialisé en 2019, qui est un écran enroulable, un écran de télé que vous mettrez dans votre salon si vous avez les moyens, parce que c'est un caisson en fait qui est sur un petit meuble qui est du son. Et en fait, on appuie sur le bouton, la télé se déroule, ce qui fait qu'on appuie cet écran noir éteint dans son salon toute la journée. Et c'est un côté esthétique intéressant et surtout une énorme preuve technique parce que c'est pas simple à faire. Et il y a plusieurs années de R&D là-dessus. Deux choses importantes qui étaient pour les écrans, c'est la capacité d'avoir des écrans courbés. Donc on peut se demander un peu à quoi ça sert quand on voit juste le gain de place, mais par contre on a vu d'autres startups qui montraient qu'on pourrait mettre des écrans sur du mobilier, qu'on pourrait repenser les tableaux de bord des voitures pour plus avoir uniquement des écrans plats, qu'on pourrait avoir d'autres projections et aussi des bracelets ou d'autres dispositifs où jusqu'à aujourd'hui on est obligé de faire avec des contraintes mécaniques pour avoir des écrans plats. Et ensuite, comme on a abandonné la 3D, on voit qu'il y a une course à la résolution. Donc là, on est sur du 8K. Alors qu'aujourd'hui, clairement, je pense qu'il n'y a qu'une chaîne japonaise de télévision qui sait produire du 8K et la diffuser. Aujourd'hui, en France, on n'a pas énormément de 4K, donc c'est un peu inutile, même s'il y a des technologies d'upscaling qui permettent de transformer une image Full HD ou 4K en 8K.
Et pour l'instant, voilà, ils se sont lancés dedans et on attend encore d'avoir des dispositifs qui permettent vraiment de diffuser du 8K pour pouvoir les acheter. L'autre géant en face, c'est Samsung qui présente The Wall 2, qui est un écran gigantesque. Et en fait, ce sont des dalles qu'on assemble nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va acheter notre télé en kit et on va pouvoir la faire sur mesure. Si j'ai un mur et que le 65 pouces ne rentre pas parce que malheureusement je suis à 55, ben je peux faire ma télé sur mesure et c'est impressionnant de résolution et c'est rendu possible. Alors on va entendre parler maintenant, là on est sur du QLED chez Samsung comme chez du OLED chez LG. On va entendre parler de la micro LED dans les années qui viennent et ce sera des nouvelles technologies d'écran qu'on aura certainement sur notre smartphone dans quelques années. Et c'est une grosse avancée technologique aussi. Je rentrerai dans le détail après si vous voulez avec ceux que ça intéresse, mais c'est vraiment particulier comme technologie. Ça c'est la fausse bonne idée. Donc en fait on tient un très grand écran courbé où on se dit super, on va pouvoir faire des visioconf ou jouer aux jeux vidéo. Seulement quand vous êtes assis devant le bureau il fait juste 80 degrés, donc c'est un peu compliqué de tenir. Donc sinon il faut acheter des climatiseurs, etc. Donc il y a toujours des bonnes innovations mais parfois on va un petit peu trop loin en fait dans le dispositif. Fitness, santé, bien-être, alors on est déjà en train d'être à la bourre. On va passer peut-être un peu plus vite. Fitness, santé, bien-être, énormément de choses sur le sommeil, des stands partout et des gros acteurs comme Philips qui vont proposer des casques qui vont vous diffuser des bruits blancs ou des choses comme ça pour prolonger au maximum vos phases de sommeil les plus réparateurs, le sommeil profond, etc. Il y a un gros travail là-dessus, ils font des coussins connectés, ils font des matelas connectés et c'est un gros marché aux États-Unis déjà. Donc ça devrait arriver chez nous peut-être. Il y a des choses très intéressantes sur le sommeil, du massage des yeux, du repos, des choses comme ça. Beaucoup de choses sur les baby tech aussi. Ok, beaucoup de choses sur les baby tech, sur donc les nouveau-nés pour voir des biberons connectés, pour voir le nombre de millilitres que va ingérer le bébé, en combien de temps. On a une application qui va restituer tout ça. On a des futures mamans connectées où on va pouvoir analyser le rythme cardiaque du fœtus, des choses comme ça, et des applications qui sortent. Donc une application mobile où je suis enceinte et jour après jour je vais voir l'état a priori du fœtus, de son évolution et des petites informations. C'est des applications qui sont téléchargées. Ils m'ont annoncé 22 millions de fois en l'espace de 2-3 mois de réalisation et de sortie de l'application. Donc c'est un énorme marché. La baby tech, chaque année, il y a des stands supplémentaires. Hop, on est où? Voilà. Petit focus sur la French Tech, il y avait deux innovations super intéressantes. La première de Dev Innova, où en fait on a un patch qui se colle directement sur la poitrine et qui permet de mesurer jusqu'à 8 constantes différentes. Donc on a la tension, l'oxygénation, plein de choses autour du cœur qui ont été réalisées avec un programme et un professeur de cardiologie, donc il y a eu des parutions scientifiques, etc. C'est plutôt intéressant, ça permet de réduire l'appareillage qu'on peut avoir chez soi ou dans les hôpitaux. Et il y a un petit moteur à l'intérieur d'IA qui permet de combiner différents capteurs pour être capable de détecter des pathologies qui se voient directement ou des pathologies un petit peu plus silencieuses sur la durée. Et une deuxième qui est une genouillère qui permet à votre praticien en fait, de vous prescrire des exercices à faire et de vérifier que vous les faites correctement et de vérifier aussi que vous ne vous blessez pas quand vous reprenez un sport par exemple, de vérifier que vous ne mobilisez pas trop votre articulation, etc. Donc on a vraiment du suivi sur le bien-être, sur la santé. On avait énormément de stands avec des fauteuils relaxants, massants, etc. C'était vraiment très très présent le bien-être. C'est clair. Il y avait ça que tu avais vu aussi? Oui, c'était le home blood testing pour tester son diabète et quand on a d'autres pathologies et ils ont reçu un CES Innovation Award. Vraiment beaucoup de choses aussi dans la French Tech. Un quart de la French Tech était dédié au bien-être et à la santé. Donc le bien-être aussi, c'est le bien-être au travail. Il y a énormément de choses pour de l'analyse grâce à des capteurs, pour apprendre les bons gestes à des workers, éviter de se blesser, ce genre de choses. Et puis beaucoup de choses sur le silence, la relaxation aussi au travail. Donc, des petits objets connectés qui vont permettre d'émettre des sons pour rendre un peu inaudible une discussion qui se ferait de l'autre côté de mon bureau. Juste, ça ne me baisse pas le son, mais je comprends plus ce qui se dit et du coup ça évite de me déconcentrer. Et puis carrément des bulles où c'est un peu paradoxal, on est au salon de la high-tech et en fait on vient là-dedans, on s'enferme pour se couper de tout pendant quelques minutes et reprendre de l'énergie, donc on recharge les batteries, des choses comme ça. Et
Voilà, il y a une petite slide qui s'appelle jouer au docteur parce que clairement avec les technologies et l'avancée des technologies, on est capable de faire des trucs de dingue chez soi. On peut faire une échographie, alors avec le port Lightning de l'iPhone, faire une échographie et voir en direct ce qui se passe, donc on peut s'auto-consulter en fait, c'est un peu particulier. Et à gauche, on a le Smart Sperm Test qui en fait est un petit objet qu'on a connecté à l'arrière de son téléphone sur la cellule photo qui intègre une sorte de microscope. Et en fait, on a une petite languette qu'on va tremper dans son sperme, la placer dans le petit lecteur optique. Et en fait, avec la base microscope, le téléphone va faire l'analyse d'image et vous dire à quel point vous êtes fertile ou pas. Donc, en fait, on fait des analyses de laboratoire avec une appli iPhone. Enfin, et un petit objet connecté qui va bien. Assez impressionnant. Et oui, pour faire la transition avec le NRF juste après, on a vu pas mal de choses qui sont dédiées à la relation cliente et à la distribution. Sur le stand d'Alibaba, il y avait beaucoup de choses autour des services qu'ils proposent, donc que ce soit des moteurs de reconnaissance d'images dans leur catalogue, que ce soit de la réalité virtuelle pour faire de la visite de magasins, de la visite d'immeubles, et aussi une vitrine connectée avec un écran vraiment bluffant sur la gauche où on peut choisir son produit, le personnaliser et ensuite directement appeler un vendeur ou l'équiper d'un distributeur automatique qui permet de récupérer directement son produit. Et ensuite, on avait quelques petits trucs sur les robots. Donc ça, c'est les robots chez LG qui avaient été annoncés pendant la keynote qui précède l'ouverture du CES, qui nous avait un peu laissé sur notre faim. En gros, on a un robot qui nous suit et qui est bardé d'IA. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait cette IA, mais en tout cas, ce robot vous suit. Il peut vous permettre de récupérer vos produits et de vous donner des conseils. Beaucoup aussi de stands où on a amélioré la reconnaissance, donc que ce soit sur une foule. Donc là, on voit sur les écrans qu'on peut capter de plus en plus de personnes et de savoir s'ils se sont arrêtés devant une vitrine, si c'était sympa, s'ils étaient concentrés, etc. Donc là, c'est des technologies de chez Panasonic. Donc il y a le miroir qu'on voit juste après ici, où ils ont créé des capteurs d'émotion juste avec des caméras, donc vidéo, plusieurs caméras vidéo qui sont recoupées, des capteurs infrarouges. Et on est capable de donner l'âge et le sexe de la personne qu'on faisait déjà avant, mais aussi le rythme cardiaque, rien qu'en filmant la personne. Et en fait, il y a plusieurs applications à ça. Il y a une application où on peut filmer des gens dans les surfaces de vente pour savoir s'ils sont intéressés, mais aussi on peut filmer sur son lieu de travail pour savoir si ses collaborateurs sont stressés, s'il y a des moments dans la journée où il y a des pics de stress, etc. pour encore surveiller un peu plus et être au top du bien-être dans le milieu professionnel. Alors, on va accélérer pour te laisser la place. Les robots, toujours plus intelligents, ouais, mais plus mignons, parce qu'en fait on a énormément de choses qui sont là pour lutter contre la solitude. Il y a des petits robots qui ne font rien d'autre que d'être un compagnon, une espèce de nouvel animal domestique, et ça foisonne vraiment sur les stands, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu veux parler de celui-ci? Oui, en fait, c'est des robots qui sont axés sur l'éducation. Il y avait aussi beaucoup de jouets axés sur l'éducation pour apprendre aux enfants à programmer, etc. Et en fait, on peut se demander si c'est vraiment pertinent de proposer un robot qui va enseigner des choses à nos enfants. Mais là, on nous parlait surtout, par exemple, de parler d'éducation avec des enfants qui ont des difficultés, par exemple des enfants qui sont autistes et qui ont du mal à avoir des relations directes avec leurs professeurs et qui, pour eux, c'est plus facile de passer par une interface, entre guillemets, électronique pour jouer ce rôle d'intermédiaire. Bon, l'exercice il est compliqué d'expliquer tout ça en une demi-heure, tout ce qui s'est vu. On va pas pouvoir passer sur la VR, la R, le gaming. Il y a des choses intéressantes, on peut en parler ensuite si vous voulez. Et juste pour finir sur un inclassable, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses étranges, qu'on peut trouver étranges. Et je m'étais arrêté sur celui-ci qui était Babe Eyes, qui est en fait un petit objet qu'on vient accrocher sur son enfant et qui va nous filmer. C'est-à-dire qu'on va essayer de construire, filmer des souvenirs de nous-mêmes parce que en fait c'est votre enfant qui vous filme. Donc voilà le genre de vidéo qu'on compile et qu'on récupère. Donc il faut aimer. Construire des souvenirs ou surveiller sa maison. ça fait les deux. Voilà, donc il y en a plein d'autres, mais on va laisser la place parce qu'on a déjà débordé sur le temps. Merci beaucoup. Merci.